Bonjour. Alors je vais pas vous mentir, là, je suis un peu dans la merde. En gros, pour ce semestre à la fac, on avait un projet de groupe à faire. Ce projet, quel est-il? C'est simplement la création d'une blockchain. Mais attention, ce serait un peu trop simple. Si c'était juste de faire une blockchain, évidemment, il va falloir la faire entièrement en C. Comme il y a peut-être des non-initiés ou des débutants en programmation, avant de vous parler plus en profondeur du projet et des difficultés que j'ai rencontrées, je vais prendre un petit moment pour vous présenter un peu le langage C. Et à quel point c'est un langage un peu difficile. Il a été créé en 1972, en même temps que le système Unix, par Dennis Ritchie et Ken Thompson. Ce dernier avait d'ailleurs travaillé sur un prédécesseur du langage C qui, et je trouve ça un peu marrant, s'appelle le langage B. C'est pas particulièrement utile comme info, mais juste je trouve ça marrant, la simplicité de nommage des langages. Et encore un autre truc assez drôle, c'est que un langage qui a été inspiré par C s'appelle tout simplement D. Bref, parlons des particularités du langage C. Il est compilé, c'est-à-dire qu'avant de lancer le programme, avant de l'exécuter, on doit le traduire en quelque sorte en langage machine, pour créer par exemple les fameux .exe sous Windows. On va y revenir un peu plus tard, mais j'ai eu quelques problèmes par rapport à ça. Je ferai sûrement une vidéo pour parler de la compilation et de l'interprétation, qui est en quelque sorte l'opposé du premier. Il est dit bas niveau, ça veut dire qu'il est plus proche de la machine, contrairement à des langages haut niveau, du coup, comme Python ou Java, qui sont plus abstraits. Et finalement, il utilise un paradigme impératif, c'est-à-dire qu'on code les instructions les unes après les autres, et elles sont donc exécutées aussi dans cet ordre-là. Voilà pour la brève présentation du langage C. Maintenant, revenons à la problématique de la vidéo, c'est-à-dire programmer une blockchain dans un des langages les plus difficiles à utiliser et à maîtriser, le tout en le connaissant mal et en un temps plutôt court parce qu'on s'y est pris un peu trop tard. Donc dans un premier temps, pour me remettre à niveau en C, on va essayer de lancer un petit projet en fait. Donc comme tout bon développeur qui se respecte et qui teste un nouveau langage, je crée un petit fichier Hello World pour voir si tout fonctionne bien. Vous l'aurez compris, ça fonctionnait pas bien. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait tout simplement les librairies standards. Et par la même occasion, le compilateur. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un langage compilé. Et du coup, moi, mon compilateur n'était pas installé. J'ai donc installé toutes les dépendances, donc GCC, MinGW parce que je suis sous Windows, etc. On était donc prêt à programmer. Bon, bien sûr, j'ai quand même un peu de bagage en C. L'année dernière, on a fait tout un semestre à faire du C, donc du coup, je connais un petit peu. Disons que je sais ce que c'est des boucles, des conditions. Je sais faire ces trucs-là basiques en C. Je sais aussi ce que c'est un pointeur de pointeur. Je galère juste un peu avec les types, mais en soi, je connais un peu le C. Je me lançais donc dans un premier projet, donc le principe, l'idée, c'était de faire une sorte de petit RPG. Le problème, c'est qu'il y avait pas mal de trucs, pas mal de lacunes que j'avais encore, et du coup, ça posait beaucoup de problèmes, et c'était très difficile d'avancer. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut savoir avec le C, c'est que quand on le maîtrise mal, basiquement, on passe plus de temps à corriger ses erreurs et à essayer de faire en sorte que ça compile bien, qu'à réellement coder des trucs. Heureusement, j'avais mon acolyte de toujours, le bouquin de C, le bon gros bouquin là, qui fait 700 et quelques pages, que vraiment j'ai... on le voit avec les post-it là, je l'ai mangé quoi pendant les quelques jours. D'ailleurs, en parlant de livres, je trouve que dans la communauté de la programmation, là, c'est très divisé en fait. Il y a pas mal de gens qui disent que utiliser des livres, c'est très passé et qu'on devrait tous juste utiliser Internet pour apprendre la programmation. En vrai, je suis pas d'accord. Je pense que c'est important et utile en vrai d'utiliser les deux. Et il y a plein de bonnes choses à apprendre en fait dans chaque truc. Et donc si je peux vous conseiller un bon livre de C, le guide complet du langage C par Claude Delannoy, ou Claude Delannoy, je sais pas comment on le prononce, qui est vraiment très très bon et très très complet. Il a fait d'ailleurs un livre sur le C++. Vous l'aurez compris, on n'a pas encore parlé de blockchain, mais parce que je considère que c'est quand même important de vous montrer toutes les difficultés en fait que j'ai rencontrées pour, entre guillemets, reprendre en main un langage de programmation que je connaissais plutôt mal. Et donc je vous ai brièvement parlé du petit projet de RPG que j'avais commencé, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas accessible en fait pour moi à ce moment-là. Du coup, si vous me suivez un peu sur YouTube, si vous suivez un peu les vidéos que je fais, vous avez sûrement vu que j'avais commencé un projet de chronomètre pour Rubik's Cube. Et donc je me suis dit, pourquoi pas
finalement s'amuser à essayer de faire un générateur de mélange aléatoire. Si vous n'êtes pas familier avec le monde du speedcubing, je vais vous expliquer pourquoi c'est quelque chose qui est important. Quand on mélange un Rubik's Cube, on fait toute une série de mouvements aléatoires. Le problème, c'est que quand on fait ça, même si on obtient un cube qui est bien mélangé, si jamais on veut retrouver le même mélange pour pouvoir se réentraîner sur des mélanges qu'on a déjà fait, pour pouvoir s'améliorer sur des techniques, etc. Ou juste essayer d'améliorer un temps. Par exemple, mettons que je mélange mon Rubik's Cube comme ça, que je fasse, je sais pas, 35 secondes, et que je veuille voir un peu les erreurs que j'ai fait, ça va être compliqué parce que je l'ai mélangé de manière aléatoire. Et à moins d'essayer de le prendre en photo de chaque face et d'essayer de le remélanger exactement de la même manière, ça va être impossible en fait. C'est pour ça qu'il y a une convention pour les mélanges. Déjà, on donne à chaque mouvement un petit nom qui est composé d'une lettre et d'un symbole. Et aussi, on prend le parti arbitraire de toujours commencer avec la face blanche au-dessus et la face verte face à soi. On effectue ensuite une suite de mouvements qui est générée aléatoirement, composée de ces symboles-là, qui va nous permettre d'avoir un mélange aléatoire, mais qui est ensuite sauvegardé en mémoire, par exemple. Et en fait, ça, c'est une fonctionnalité qui est sur la plupart des chronomètres qu'on peut trouver sur Internet, parce que, par exemple, quand vous appuyez sur le chronomètre, vous avez un crumble qui est affiché en haut, et en fait, après, vous faites votre temps, et quand vous cliquez ensuite sur votre temps dans le registre des temps que vous avez fait, vous pouvez retrouver généralement le mélange que vous avez eu. On retourne donc à la programmation. Il fallait donc commencer par chercher un moyen de créer de l'aléatoire, enfin du pseudo-aléatoire, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, pour du coup générer des nombres aléatoires entre 0 et 6, parce qu'on a 6 caractères différents qu'on peut avoir dans un mélange de Rubik's Cube. Donc en vrai, ça c'était pas très compliqué parce que ça appartient directement à la bibliothèque standard. Donc du coup, en soi, j'avais juste à importer des trucs et voir comment ça fonctionnait. Donc en vrai, c'était plutôt facile. Vous remarquerez que je vous ai pas vraiment parlé de la blockchain dans cette vidéo, en tout cas pas pour le moment, ni des détails concernant le projet que je devais faire. Par exemple, la dynamique de groupe ou tout ça. Parce que tout simplement, en fait, en tournant la vidéo et en parlant petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus intéressant d'en parler, d'en la prendre sous un angle où juste je vous expliquer comment en fait apprendre un langage quand on le connaît mal et quand on est vraiment dans le rush comme ça. Et comment je suis passé d'une bouse en C à quelqu'un qui maîtrise un petit peu ce qu'il fait et qui sait un peu plus ce qu'il fait et qui connaît la techno quoi. Et donc avant de passer à la conclusion, il y a une petite liste de conseils en fait pour ne pas être dans la mouise comme moi. Je vais vous proposer tout simplement de poser vos questions sur que ce soit la blockchain, la gestion de projet, la dynamique de groupe en projet ou même des questions générales sur le langage C. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça je ferai peut-être une vidéo dans le futur, donc sûrement au courant du mois ou en janvier, qui vous permettra du coup d'avoir des réponses à ces questions et moi ça me permet d'y répondre, de faire des recherches dessus et ça n'apportera que du bon à tout le monde. Je vous ai donc trouvé 5 conseils pour éviter d'être dans la mouise comme moi. Les 2 premiers conseils, ce sera pour si jamais vous n'êtes pas encore dans la mouise, mais que vous savez que vous avez un gros projet qui arrive avec une deadline. Conseil numéro 1, se remettre à niveau avant de commencer le projet. En fait, c'est super important parce que si vous faites comme moi, vous allez vous retrouver à un moment où vous devez avancer sur le projet, mais à pas savoir faire des choses, et ça va être très difficile parce que vous allez passer plus de temps à chercher dans des livres ou à regarder des tutoriels qu'à réellement avancer sur le projet. Donc du coup, là, ça va que c'est un projet de groupe et que du coup, on peut faire des choses, mais le problème, c'est que ça devient compliqué si vous êtes tout seul, par exemple. Le deuxième conseil, c'est que si vous êtes en groupe, ça compte pas si jamais vous êtes tout seul, mais si vous êtes en groupe, il faut que vous preniez l'initiative pour ne pas être en retard. Parce que là, par exemple, nous, on a plus ou moins un peu tous oublié parce qu'on avait des partiels, on a tous des obligations personnelles, évidemment, et du coup, on a tous oublié. Heureusement, une des personnes dans le groupe, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui y ai pensé, qui s'en est rappelé, mais il y a une personne dans le groupe qui s'est dit « Ah mince, on approche d'une échéance là maintenant, il faudrait peut-être qu'on se mette à travailler dessus. » Et heureusement qu'il était là, parce que sinon, on aurait été encore plus en retard que là, on l'est maintenant. Maintenant, les conseils qui vont suivre, il y en a 3, ça va être si jamais vous êtes aussi bien dans la merde que moi. Donc le premier, ce serait de faire un appel, une réunion avec votre groupe. Donc vous voir en vrai ou vous appeler tout simplement si vous habitez un peu loin, ça peut se faire aussi. Parce qu'en fait, ça va être super important pour pouvoir planifier un peu ce que vous allez faire. Et aussi,
il va falloir être super honnête. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en groupe, vous n'avez pas tous les mêmes compétences, vous n'avez pas tous le même emploi du temps. Par exemple, dans notre groupe, genre moi je suis en L2, les autres, il y en a certains qui sont en L3, et du coup on n'a pas du tout le même emploi du temps, et on n'a pas du tout des partiels au même moment. Et du coup, bah, ça peut poser problème. Donc il faut voir ça par rapport à ça aussi. Il faut gérer les disponibilités de tout le monde, parce qu'on ne peut pas tous bosser autant sur le projet en même temps. Et donc ça, faut vraiment le prendre en compte, et du coup, faut être très honnête dessus. Faut pas dire directement à son équipe, vous inquiétez pas les gars, je vais bosser de fou tout le week-end, alors que ce week-end, t'as un mariage. Ça n'a aucun sens, parce que vous créez des attentes du coup chez vos coéquipiers qui ne seront pas remplies, et du coup, vous serez déçus de vous-même, et eux, ils seront déçus de vous, et du coup, ça va créer des embrouilles, et ça, c'est très très mauvais pour l'équipe en fait. Ensuite, il va falloir bien vous répartir les tâches. Parce que là, par exemple, c'est un projet informatique. Et du coup, il y a, par exemple, plusieurs fichiers. Et donc, du coup, on a pris le parti de se répartir les fichiers. C'est une technique pour se répartir les tâches. Ça peut être se répartir des fonctions, par exemple, aussi. Bref, pour un projet informatique, il y a plein de manières de répartir les tâches. J'y viens ensuite. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que si vous voulez avancer vite, ça sert à rien de tous bosser sur la même chose. Vous allez juste vous marcher dessus, en fait. Donc, du coup, il faut que vous bossiez sur chacun des choses différentes. Et ensuite, du coup, bah, avec l'outil GitHub, c'est pratique avec l'outil Git parce que du coup, vous pouvez ensuite merge tout votre travail et là, vous avez un projet qui est complet. Ce qui me permet d'arriver au dernier point qui est de rester à votre niveau. Par exemple, moi, je sais que je suis nul en C. Je sais comment ça fonctionne, je connais un peu les bases, mais je serais incapable de développer la plupart des trucs que mes coéquipiers ont développés. Pour moi, ce serait impossible. Enfin, ce serait possible, mais avec beaucoup d'heures de travail. Du coup, je reste à mon niveau et les tâches que moi j'ai eues au final, c'est tout ce qui est du type makefile, compilation, faire en sorte qu'en fait le projet tienne dans son ensemble. Donc du coup, je gérais la bonne syntaxe des points H pour le projet C, les bons retours des fonctions, etc. Je ne m'occupais pas de l'intérieur des fonctions, je m'occupe juste du fichier main, des points H et du makefile avec, pour vérifier que tout compile bien. Et mon boulot, entre autres, c'est de leur faire des rapports fréquemment sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être modifié, ce qui ne doit pas être modifié. Il faut bien rester à votre niveau parce que sinon vous allez faire peut-être n'importe quoi et du coup ça va gâcher du travail que les autres ont fait, ou alors juste vous allez galérer à faire des trucs que vous ne savez pas faire et du coup perdre du temps et faire perdre du temps à l'équipe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup toutes vos questions sur la blockchain, la gestion de projet, les projets en informatique ou le C en général. Je répondrai à toutes ces questions dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous propose de laisser un like et vous abonner. À la prochaine. Ciao.